j'aborde la rédaction de ce texte introductif sans la moindre prétention, et pour dire toute la vérité, quelque peu troublé par un sentiment diffus d'illégitimité. En effet, l'auteur m'a choisi pour ouvrir l'appétit de ses lecteurs alors que je souffre d'un certain nombre de handicaps. Le premier est celui de l'âge, sachant qu'un grand nombre de ceux qui ouvriront ce livre sont issus de cultures où la révérence aux anciens est de rigueur, et que certains des faits relatés, notamment la première rencontre entre Ibn Omar Mahamat Saleh et Guy Laberty, datent d'avant ma naissance. De plus, journaliste spécialisé dans le suivi de l'actualité ouest-africaine et surtout ivoirienne depuis bientôt 15 ans, je suis peu familier du Tchad, de ses Redzous, de ses guérillas sicipars et de ses arcanes politiques. Plutôt que d'adopter la posture du docte préfacier, je me positionne comme primo-lecteur, passionné d'un ouvrage passionnant. En commençant la lecture de ce texte, je ne prenais pas beaucoup de risques. Depuis son historique Adieu Abidjan-sur-Seine, je connais les qualités d'écriture de Guy Laberty, ce qui m'a souvent fait dire que je l'aurais volontiers embauché comme journaliste si j'en avais les moyens. Loin de la langue de bois pénible des politiciens endurcis, la plume de Guy est belle, entraînante, souvent poétique. Elle témoigne toujours en tout cas d'une grande sensibilité. Alors que, prise dans l'urgence, notre profession journalistique en est souvent réduite à la chronique imparfaite de l'actualité immédiate. L'auteur du livre que vous avez entre les mains est un mémorialiste pointilleux, attaché aux dates, aux noms, aux parcours qui se croisent et aux personnalités qui s'entrechoquent, à l'enchaînement des événements, au sens de l'histoire. Après avoir lu Ibni, j'en suis plus que jamais persuadé. Et je continue de réaliser l'ampleur de l'aveuglement de la corporation journalistique parisienne et de la classe politique française, gauche et droite confondue, qui ont peu souvent écouté la parole de ce connaisseur authentique de plusieurs pays du continent et de leur classe politique. Le problème avec Guy Laberty ne serait-il pas que son parcours, ses fidélités et ses analyses ne sont pas toujours strictement compatibles avec le prêt-à-penser qui veut qu'en Afrique tout commence et finit par l'ethnicité, grille suprême d'explicitation du politique sur le continent. D'une certaine manière, ne ricane-t-on pas en haut lieu de cet original qui pense que les Africains peuvent eux aussi accéder à l'idéal politique et défendre leurs convictions, y compris quand ils ont quelquefois fait des concessions à la dure réalité de leurs contextes locaux pour survivre. Ils avaient des idées et une certaine idée de leur pays. Ibni, 1949-2008, une vie politique assassinée au Tchad, nous permet de côtoyer au plus près ce qu'on pourrait appeler la tragédie de l'engagement politique dans une certaine Afrique à un certain moment. Alors que la guerre au Tchad défrayait la chronique africaine au début des années 1980, j'étais encore un enfant. Je vivais dans un Cameroun ployant sous la férule d'un parti unique totalisant après la pacification des maquis upécistes dans les années 1960 et 1970. Et nous voyons à la une des journaux privés de l'époque, le plus souvent confinés aux faits divers, des photos en noir et blanc d'Hissène Habré et de Goukouni Wedei, floues et hirsutes, menaçants à nos yeux. Barbares somme toute, puisqu'en néocolonie, les citoyens des pays momentanément épargnés par la guerre ont vite fait d'essentialiser leurs voisins pour mieux se rassurer quant à leur avenir proche et se murmurer qu'au fond, rien ne serait leur arrivé puisqu'ils sont différents. Le livre de Guy Laberty nous donne envie d'aller au-delà des clichés. Oui, dans le Tchad d'après les soleils des indépendances, il y avait des jeunes gens qui avaient des idées et une certaine idée de leur pays. Comme ceux de leur génération ailleurs dans le monde, ils sont passés des différentes chapelles, du communisme à la social-démocratie, de la tentation de la guérilla libératrice à celle du combat pour le pluralisme politique et l'alternance pacifique. Ibn Omar Mahamat Saleh est l'un des porte-étendards de ce temps politique. Et sa mort tragique indique comme une douloureuse impasse pour les hommes à idées, impuissants face aux hommes à Kalachnikov, impuissants aussi à définir la destinée de leur nation, pris dans le piège du grand jeu. Hier, il s'agissait de choisir entre l'impérialisme français et les menées libyennes. La victoire était à celui qui savait naviguer cyniquement entre les deux, toujours en faisant passer au second plan l'intérêt du Tchad et des Tchadiens. Un assassinat passé par pertes et profits. Aujourd'hui, le Tchad est toujours d'abord et avant tout un enjeu stratégique que l'on veut voir servir à imposer un certain ordre au-delà de ses frontières. Le pays dirigé d'une main de fer par Idriss Déby Itno est un rempart et un levier que l'on peut activer contre le Soudan d'Omar el-Béchir qui fait partie de l'axe du mal défini par les États-Unis et plus largement la coalition occidentale. Alors que les conséquences de la guerre en Libye menacent d'enflammer le Nord Mali et plus largement le Sahel, les soldats des sables de Déby constituent plus que jamais un enjeu, quand bien même ils seraient plus des soudards que des militaires imprégnés des valeurs républicaines. Tout cela signifie-t-il que l'assassinat crapuleux d'Ibn Omar Mahamat Saleh, homme politique respectable, porteur d'un projet national allant au-delà des clivages entre le Nord et le Sud, difficile certes, mais jamais abandonné, continuera de passer par pertes et profits, malgré la récente remise du dossier sur le tapis par François Hollande, élu à la tête de la République française en mai 2012 ? Retors, Idriss Déby Itno lui a répondu à la fin de l'année dernière, en ressuscitant la sombre affaire de l'Arche de Zoé,
qui embarrasse Paris. Doté d'un sens aigu des rapports de force, il sait très bien que la communauté internationale a besoin de lui pour le moment et compte bien en jouer. Toutes ces considérations font-elles de ce livre un objet éditorial vain ? Absolument pas. Déjà parce que Guy Laberty ne l'a pas écrit seulement au regard de l'actualité, mais surtout pour l'histoire. Il sera donc toujours de saison dans 10, 20, 30 ans, chaque fois que les nouvelles générations voudront en savoir plus sur le parcours singulier qu'il décrit, mais également les différents moments qu'il balaie. Ce livre n'est pas vain, car il n'est jamais vain de clamer notre vérité, même lorsque l'on se trouve face à des pierres sourdes à notre écrit. Et pour cause. Au final, ce sont les traces que nous laissons qui constituent le signe manifeste de notre humanité. Théophile Kouamouo, Paris, 8 janvier 2013.